Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo de la chaîne La Colline des Muses. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui de la notion de patrimoine culturel. Alors le titre de cette vidéo est emprunté à un ouvrage de 1980 de Jean-Pierre Bablon et d'André Chastel qui m'a largement aidé dans la rédaction de cette vidéo. Alors, dans la préface de cet ouvrage, les auteurs définissent le patrimoine de cette façon. Le patrimoine, au sens où on l'entend aujourd'hui dans le langage officiel et dans l'usage commun, est une notion toute récente qui couvre de façon nécessairement vague tous les trésors du passé. Si on analyse le terme et que, par exemple, on va chercher la définition dans le Larousse, voilà ce qu'on y trouve. Le patrimoine, c'est le bien qu'on tient par héritage de ses ascendants, et aussi l'ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété, à un moment donné, d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique. C'est cette définition notariale que je vais retenir pour ma part. Par conséquent, pour nous, le patrimoine culturel sera l'héritage commun d'un groupe. C'est une notion complexe qui s'est formée par sédimentation tout au long de l'histoire de France, avec une filiation helléno-chrétienne. Ainsi, on peut déjà remarquer qu'à Troie et dans certaines cités grecques, il existait des objets qui pouvaient être assimilés à du patrimoine. C'est le cas par exemple du palladium, qui était une statue sacrée qui protégeait la cité et dont la préservation était essentielle. Cet objet sacré échappait à la loi de l'utilité immédiate et était pieusement conservé. Dans le cas de Troie, le palladium est un don de Zeus qui devait rendre la cité inexpugnable. Ainsi, dès les origines, le patrimoine est aussi lié à la religion. En outre, le mythe du palladium aura une fortune considérable puisqu'il se répandra ensuite dans l'Empire romain. Par extension d'ailleurs, le terme palladium signifie au sens figuré tout ce qui est le garant d'une chose. Et dans cette acception, le patrimoine, qui est la propriété d'un groupe, est aussi sa conservation nécessaire. Ça, on trouve cette définition dans le dictionnaire de Becherel. Ensuite, beaucoup plus tard, dès que le christianisme se répand en Gaule, l'idée d'un patrimoine sacré, qui est au-dessus de tout le reste, se précise et va connaître un développement important. C'est bien sûr le culte des reliques. Le culte des reliques, c'est l'héritage sacré de la foi. Pour bien comprendre cette notion, il faut effectuer une petite analyse historique et aussi l'enraciner. C'est pour ça que nous allons retenir le cas français, tout en ayant à l'esprit que d'autres civilisations, brillantes par ailleurs, ont une acception totalement différente de ce qu'est le patrimoine. Prenons par exemple l'exemple du Japon. Au Japon, le patrimoine, c'est moins l'architecture, par exemple, que les techniques et les savoir-faire qui lui sont liés. Dans ce pays où les tremblements de terre sont nombreux et où une partie importante des temples sont en bois, un bâtiment peut être détruit sans que cela constitue forcément une perte patrimoniale, car les artisans japonais connaissent les méthodes exactes qui permettent de le reconstruire à l'identique. Ainsi, tous les 20 ans, le sanctuaire d'Issé est détruit et reconstruit à l'identique dans une forme d'acte religieux qui tend vers la pureté. En France, notre histoire explique que l'attachement au patrimoine se montre plutôt dans la préservation des bâtiments, avec en outre cette mélancolie invincible devant le temps qui passe et qui promet à la ruine tous les trésors de notre passé. Ainsi, fruit d'un double héritage à la fois chrétien et grec, la notion de patrimoine s'est lentement constituée durant tout le Moyen-Âge, où elle ne concerne qu'un nombre restreint d'objets. Au cours de l'ère moderne jusqu'à la Révolution française, des événements souvent terribles ont étendu son champ d'application à des domaines nouveaux. Mais c'est véritablement à partir de la Révolution qu'elle a pris corps au sein de la population et de l'État, jusqu'à connaître à notre époque une forme d'hypertrophie. On peut ainsi se demander dans quelle mesure la constitution de la notion de patrimoine en France, qui désigne pourtant au sens large l'héritage de nos pères, est irrémédiablement adossée au vandalisme sous toutes ses formes. Ou alors, on peut également s'interroger sur l'importance prise par le patrimoine depuis une dizaine d'années, moins en politique en réalité que dans les médias et l'opinion. Et on peut se demander finalement si cette importance
si cet intérêt, ce regain soudain, n'est pas, au lieu d'être le signe d'une sauvegarde, plutôt l'annonce d'une dévitalisation. L'idée de patrimoine culturel a mis plus de 1000 ans à se constituer. Elle apparaît tout d'abord au travers du culte rendu aux reliques et aux soins apportés par la monarchie française aux Regaliae. Elle commence à déborder du cadre étroit du sacré et du pouvoir au début du XVIe siècle, suite aux guerres de religion. On assiste alors à la mise en place des premières mesures conservatoires. L'idée de la présence réelle et de l'incarnation explique l'importance du culte des reliques en France au Moyen-Âge. Ces reliques sont souvent le bien le plus précieux des communautés religieuses, mais aussi laïques, car en plus d'apporter à ses propriétaires un grand prestige, elles représentent également un grand intérêt économique, parce qu'elles favorisent les pèlerinages. En réalité, à cette époque, tous les moyens, tous les sacrifices sont bons pour en acquérir. Un exemple fameux, c'est le vol par les Vénitiens du corps de saint Marc. En 828, le corps du saint est volé par 2 marchands vénitiens à Alexandrie en Égypte et rapporté triomphalement à Venise. Cette aventure un peu rocambolesque sera en outre représentée par de très grands artistes à la Renaissance et tout au long de l'époque moderne. On peut également citer, pour la France, l'exemple de l'achat de la couronne d'épines par Saint Louis en 1238 auprès de l'Empire byzantin. Cette tractation, qui est représentée dans les miniatures des manuscrits, a été une affaire considérable et le roi a acheté cette couronne, cette relique de première importance, à prix d'or. Le culte des reliques, par ailleurs, témoigne d'une notion qui existe toujours dans notre rapport actuel au patrimoine. Et cette idée, c'est la vénération et le sentiment du merveilleux. Pour ce qui est de la monarchie, le cas est un peu différent. Et il faudra attendre en réalité la fin du XVIIIe siècle pour voir naître une politique patrimoniale en France. Cependant, pendant toute l'histoire de la monarchie française, des objets particuliers, les regaliae, vont jouer un rôle prépondérant. Les regaliae, ce sont des artefacts, ce sont les objets sacrés de la royauté qui légitimisent la dynastie franque, puis les dynasties qui lui ont succédé, et qui sont mises en dépôt à Saint-Denis. Citons quelques exemples. On a par exemple le manteau de Saint-Martin, aussi appelé la capa. L'oriflamme, bien sûr, qui permet de conduire les armées, mais aussi les instruments du sacre, à savoir la couronne de Charlemagne et le trône de Dagobert, que vous pouvez voir ici. L'histoire de ces objets est mal connue et confine souvent à la légende. En outre, malgré leur importance, la monarchie n'hésite pas à les aliéner quand il le faut. Ainsi, dans ce trésor qui est déposé à Saint-Denis, il y a beaucoup d'objets en or qui constituent aussi une réserve de métal précieux. C'est le cas par exemple pendant la guerre de 100 ans, où plusieurs couronnes en or sont fondues. On peut donc voir que cette tentative de la monarchie française de protéger une partie des objets qui légitimisent son pouvoir n'est pas absolue, et quand les contingences l'obligent, on n'hésite pas à les vendre ou même à les fondre. Cependant, et en outre plutôt, le culte des reliques et des regaliae n'exclut pas par ailleurs un vandalisme religieux. En France, les édifices catholiques sont la cible de destruction et de déprédation depuis les invasions vikings. Ils sont particulièrement ciblés car on sait qu'on peut y trouver des objets précieux comme les reliquaires en or et en argent, et en outre, les vikings ont bien conscience que ces bâtiments ont une haute valeur symbolique. Cependant, dans l'histoire de notre pays, l'épisode le plus terrible de vandalisme religieux est à chercher du côté des guerres de religion, et en particulier des déchaînements huguenots des années 1560. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont bien les guerres de religion et non la Révolution qui ont engendré le plus de dégâts. Ainsi, entre 1562 et 1567, ce sont 57 cathédrales sur les 135 que compte alors le royaume de France qui seront pillées et endommagées par les protestants. 20 seront par ailleurs entièrement détruites. Pendant la Révolution, par comparaison, ce chiffre tombe à 6. La violence de l'iconoclasme protestant, qui passe par la destruction délibérée d'images, c'est-à-dire de représentations religieuses de type figuratif, et généralement pour des motifs religieux ou politiques, est sans équivalent dans l'histoire de notre pays. Pour illustrer mon propos, je vous ai mis un document iconographique qui illustre les ravages de la cathédrale Saint-Jean.
Cette illustration provient d'un manuscrit qui regorge de caricatures sur les guerres de religion. Le dessin ci-contre illustre le vandalisme et l'iconoclasme des réformés qui sont dépeints sous les traits de singes. Cette image fait référence à un événement survenu en 1562 quand la troupe du baron des Adrets ravage la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Le jubé est abattu et des statues sont décapitées. Elles existent encore aujourd'hui. Un autre exemple, en 1568, Condé, qui tient Orléans, apprend qu'il va devoir rendre la ville aux catholiques. Ce grand seigneur, qui est par ailleurs cousin du roi, commet ou laisse faire un acte épouvantable. La cathédrale, qui était alors en chantier, est détruite. Les piliers, en fait, vont être minés et elle va tout simplement céder. Pour éviter que le pouvoir ne soit fragilisé suite à cet événement, car Orléans est la deuxième ville du domaine royal, la couronne décide d'ouvrir une caisse exceptionnelle sur ses deniers afin de restaurer l'édifice. C'est le seul cas de prise en charge totale d'une reconstruction par l'État pour la période moderne. Et elle se justifie par l'importance de l'édifice. L'édit de Nantes du 30 avril 1598 va permettre d'entamer par ailleurs une série de restaurations et de reconstructions d'édifices religieux qui ne prendront fin que dans les années 1830. Parce que, contrairement à ce que l'on peut entendre dans les médias, une cathédrale, ça ne se reconstruit pas en 5 ans. Certains exemples fameux précisent ces propos liminaires et montrent les responsabilités de l'État et du peuple dans ces chantiers hors normes. Car la cathédrale n'est pas n'importe quel lieu de culte. C'est aussi un élément marquant du paysage de la ville, avec une forte charge émotionnelle et symbolique. Les épisodes que je viens de mentionner, par les réactions qu'ils suscitent, mettent en évidence l'importance symbolique des objets et des édifices. On va donc assister à la fin du Moyen-Âge à quelques mesures, à l'apparition de quelques mesures conservatrices. Les premières, on peut les faire remonter au XIIIe siècle. En effet, au XIIIe siècle, les pertes et les destructions amènent la monarchie à vouloir entreposer ses archives à un seul endroit. Cette décision s'accompagne aussi de la complexification de l'appareil d'État qui multiplie évidemment la paperasse et la bureaucratie. Saint-Louis va donc faire construire un bâtiment qui a malheureusement disparu et qui était collé à la Sainte-Chapelle de Paris. Ce bâtiment s'appelait le Trésor des Chartres. En 1318, un premier inventaire de ce patrimoine est dressé par Pierre d'Étampes, qui est de facto le premier conservateur informel du patrimoine français. Et dans ce bâtiment, on conservait les documents les plus importants de la monarchie. En pleine Renaissance, le pouvoir royal va aussi avoir à cœur de protéger tant bien que mal les monuments antiques. Ainsi, en 1533, François Ier ordonne de dégager la maison Carré à Nîmes, qui est un vestige antique particulièrement bien conservé. Il s'agit d'un temple hexastyle romain du 1er siècle. Mais on ne peut pas parler de politique patrimoniale en réalité. Il s'agit en fait de décisions ponctuelles. Et le même François Ier n'hésitera pas à faire raser la grosse tour du Louvre élevée par Philippe Auguste. Cette grosse tour du Louvre, ça n'était pas un simple donjon médiéval. C'était le fief duquel relevaient tous les fiefs de France. Et sa destruction, aujourd'hui, nous paraîtrait absolument aberrante. Mais il faut se replacer aussi dans l'esprit du temps. Par contre, depuis le début du XVIIe siècle, l'ampleur des destructions causées par les conflits et la fureur iconoclaste va provoquer une prise de conscience profonde. Ainsi, le géographe et historiographe André Duchesne, né en 1584 et mort en 1640, a été profondément marqué par les destructions de la cathédrale d'Orléans et rappelle dans ses ouvrages que même les païens épargnaient les temples des ennemis. C'est un personnage intéressant, ce Duchesne, car c'est un précurseur des techniques modernes de recherche en histoire. Il a notamment écrit un ouvrage très important, Les Antiquités et recherches des villes, châteaux et places les plus remarquables de toute la France, en 1614. Duchesne est en outre à l'origine d'un aspect clé de la notion de patrimoine, l'inviolabilité, c'est-à-dire un bâtiment, une chose dont l'intégrité ne doit pas être remise en cause et ce sous aucun prétexte. Cette notion d'inviolabilité fait que normalement il ne devrait pas être possible, par exemple, de détruire un édifice religieux pour y mettre un parking, et c'est pourtant ce qui s'est passé en 2017 à Sablé-sur-Sarthe avec la chapelle Saint-Martin. Ainsi,
la notion de patrimoine culturel s'est constituée sur le temps long, sans sortir réellement du champ étroit du pouvoir et du sacré. Cependant, l'ampleur des destructions générées par la Révolution française va provoquer une prise de conscience dans certains milieux éclairés. Dès la fin du XVIIIe, les différents régimes politiques vont s'attacher à légiférer pour inventorier, préserver et présenter le patrimoine culturel. Peu à peu, l'idée d'un patrimoine commun à tous les Français jaillit dans l'opinion. La Révolution, rappelons-le quand même, c'est une guerre civile qui se joue sur plusieurs plans, militaire, politique, mais également symbolique. Elle génère un double phénomène catastrophique pour le patrimoine. Tout d'abord des destructions motivées par le vandalisme idéologique mais aussi spéculatif et une nationalisation massive des biens du clergé en novembre 1789, suivie de la confiscation des domaines des émigrés, c'est-à-dire ces aristocrates qui ont quitté la France dans un contexte révolutionnaire qui leur était bien évidemment funeste. Cependant, une minorité de ces révolutionnaires va s'alarmer de l'ampleur des destructions et va développer peu à peu un sens du patrimoine. En bref, l'idée que l'histoire de France s'inscrit dans les édifices de tous ordres est en train de naître. Quelques exemples sur ce vandalisme révolutionnaire. Les Jacobins vont par exemple détruire tous les emblèmes de la monarchie. On va enlever jusqu'aux fleurs de lys des reliures des ouvrages qui sont conservés à la Bibliothèque royale. La flèche de la Sainte-Chapelle est détruite et la galerie des rois à Notre-Dame de Paris est martelée. Dans la région qui est la mienne, c'est-à-dire la Bretagne, la Révolution provoque la destruction de nombreux châteaux. On peut citer par exemple le château de Lucinière à Joué-sur-Erdre, ou encore celui de Saint-Mard-la-Jaille qui est détruit en 1793 et qui n'a jamais été reconstruit. Aujourd'hui, quand vous allez à Saint-Mard-la-Jaille, vous voyez encore les jardins et au milieu une masse vide qui était en fait l'endroit où était construit le château. Enfin, dans le vignoble nantais, on peut également citer le château de la Noë-Belair en 1793. Pour enrayer ce phénomène, on va assister à des décisions politiques qui vont commencer dès l'été 1792 avec un premier décret de protection tendant à enrayer l'iconoclasme. Je vous rassure tout de suite, il reste pratiquement sans effet. Le 4 avril 1793, cependant, un vote qui autorise la vente des biens nationaux et le lotissement des grands domaines royaux va, pour le coup, démembrer quasiment tous les domaines de la monarchie, à l'exception d'un seul, qui nous est parvenu intact et qui est le domaine de Chambord. On assiste également à un phénomène massif et très destructeur qui est en fait le changement d'affectation. Par exemple, des églises vont devenir des porcheries ou des dépôts de munitions et les abbayes vont être transformées en prisons. Dans ce contexte absolument terrible pour le patrimoine, la création du musée, qui était en fait un projet non pas révolutionnaire mais de Louis XVI, est réactivée en 1793 devant l'échec des premiers décrets de protection. C'est le musée des monuments français dans le couvent des Petits Augustins à Paris, qui est aujourd'hui l'École nationale supérieure de l'architecture, et qui est un projet d'Alexandre Lenoir, un personnage intéressant, peintre raté, qui avait été sidéré par la décision de la Convention de détruire les tombeaux royaux en août 1793. Entre 1795 et 1818, Lenoir va organiser un musée extraordinaire en présentant des vestiges lapidaires, c'est-à-dire notamment les tombeaux royaux, qu'il présente de façon dramatique et pittoresque. Le musée des monuments français est un énorme succès et va permettre d'éveiller l'opinion. Une fois la période révolutionnaire révolue, le Directoire puis l'Empire vont essayer de circonscrire le domaine national dont l'énormité a surgi pendant la Révolution. Le 10 mai 1810, la circulaire Montalivet demande au préfet de recueillir autant d'informations que possible sur les bâtiments remarquables. C'est l'embryon de ce qui deviendra l'inventaire général. Peu à peu, l'État s'organise afin d'inventorier en vue d'étudier et de protéger les monuments les plus remarquables de France. Cela aboutit le 21 octobre 1830 au rapport Guizot qui propose la création d'un poste d'inspecteur général des monuments historiques. Et ce terme très important en monuments historiques, dont Françoise Chouet nous apprend qu'il apparaît vers ces années-là, 1830, 1840, 1850, eh bien en fait, c'est l'ancêtre de ce que nous considérons aujourd'hui comme le patrimoine architectural.
En 1837, apparaît la Commission des monuments historiques qui va élaborer une liste des bâtiments méritant protection et intervention. Son but est également de renseigner le ministère de l'Intérieur. À l'époque, il n'y a pas encore de ministère de la Culture en charge du patrimoine. Dans les années 1840, cependant, le comité Guizot avoue être totalement dépassé par l'ampleur insoupçonnée du patrimoine français. L'inventaire est au point mort, il va être relancé par un personnage très important, Prosper Mérimée. C'est d'ailleurs aussi en 1840 qu'est rédigée la première liste des monuments historiques, avec environ 1 millier d'édifices et quelques objets de première importance, comme la tapisserie de Bayeux. Cependant, la naissance d'une conscience patrimoniale populaire reste difficile. Parce qu'en fait, le fait administratif et les débats d'érudits ne touchent que très peu les populations. Mais la période romantique va avoir deux effets intéressants. Tout d'abord, elle va permettre de réhabiliter le Moyen-Âge, très discrédité par l'esprit néoclassique, et va insuffler dans la population un respect nouveau pour les vieilles pierres. Et le personnage clé dans cette histoire, c'est bien évidemment Victor Hugo et son roman Notre-Dame de Paris. Mais Victor Hugo n'a pas fait qu'écrire des romans, il a également écrit des articles. Et en 1832, on peut par exemple lire « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. » Cette formule essentielle, on l'appliquerait également aujourd'hui au paysage. Mais le 19e siècle, comme vous le savez, est également victime de graves crises. Et la spéculation immobilière fait des ravages. Et si on se limite à Paris, les destructions qui vont être provoquées à la fin du siècle par les communards sont énormes. Je vais simplement vous donner quelques exemples. Les communards ont détruit la Cour des comptes, l'hôtel de ville, dont le bâtiment, au sein de l'hôtel de ville, il y avait tout l'état civil parisien, tous les registres paroissiaux. Donc les pertes, même en termes d'archives, sont absolument considérables. Et aujourd'hui encore, ça provoque des difficultés pour les chercheurs, et j'en sais quelque chose. Enfin, ils vont également brûler le château des Tuileries. Désormais, pris en compte par la politique et peu à peu reconnu au sein de la population, le patrimoine va connaître tout au long du XXe siècle une hyperinflation largement provoquée par les dommages des deux guerres mondiales et les ravages de la société post-industrielle. Avec la création du ministère des Affaires culturelles, une nouvelle ère commence, celle du tout patrimoine. Alors, il faut bien comprendre que cette hyperinflation du patrimoine s'explique. En effet, le traumatisme qui a été provoqué par les guerres mondiales a été très grand parce qu'en fait, ces conflits ont généré énormément de destruction en France. L'intégration progressive du patrimoine dans les politiques publiques va donc se poursuivre tout au long du siècle. Citons quand même quelques exemples de pertes considérables pendant les guerres mondiales. Alors, tout d'abord, le 19 septembre 1914, la cathédrale de Reims est ravagée par un incendie provoqué par un obus allemand. Prenons un exemple qui me concerne directement. Entre le 16 et le 23 septembre 1943, Nantes va connaître les pires bombardements stratégiques alliés. Les secteurs touchés sont nombreux. Rue du Calvaire, Saint-Nicolas, la place Royale. En tout, 700 maisons et immeubles sont détruits. Et les pertes dans le centre ancien sont énormes. Je ne parle même pas, pour le reste de la Bretagne, de villes qui vont quasiment être rayées de la carte, Brest, Lorient, Saint-Nazaire. Ensuite, pendant les années 50, le patrimoine va être victime des effets de la bétonisation. En effet, c'est dans les années 50 que la masse des constructions en béton va dépasser celle de toutes les constructions en pierre qui les ont précédées. Disons-le autrement, la masse des bâtiments modernes, souvent laids et hors sol, a dépassé celle de tous les bâtiments que nous avaient légués les 20 siècles précédents. L'architecture rurale, en outre, c'est-à-dire le petit patrimoine, est menacée par l'extension des villes. L'ampleur des changements est telle que le patrimoine change d'échelle. Il n'est plus limité à un objet ou un bâtiment, mais à des secteurs entiers qu'il appartient de sauvegarder pour éviter la dénaturation complète de villes de première importance. Cette nouvelle conception, c'est celle de la protection du patrimoine
étendus aux abords des monuments remarquables pour éviter qu'ils ne soient noyés dans un paysage de béton. En 1959, création du ministère des Affaires culturelles, dont le Premier ministre sera André Malraux. Ce ministère vient en fait absorber des services culturels qui étaient disséminés dans divers ministères, dont celui de l'instruction publique, l'ancêtre de notre éducation nationale. Malraux a une conception novatrice du patrimoine qui est très large puisque lui, la mission de l'inventaire du patrimoine va de la cathédrale à la petite cuillère. Il n'est plus question de protéger uniquement des églises, des cathédrales, des abbayes ou des châteaux forts. Il faut vraiment, selon Malraux, prendre en compte tout ce qui est ou pourrait être patrimoine. Peu à peu, le patrimoine va en outre devenir ethnologique, avec des personnalités vraiment intéressantes et malheureusement très peu connues, comme Georges-Henri Rivière qui crée les ATP, c'est-à-dire les musées des arts et traditions populaires, où sont exposés les outils et vêtements de nos grands-parents. Le passé le plus trivial devient alors patrimoine, ce qui amène aussi, par un effet de ricochet, à patrimonialiser l'immatériel, c'est-à-dire les coutumes, les pratiques qui sont en train de disparaître à cause de l'uniformisation de la société, l'exode massif des campagnes et la perte de mémoire qui est liée à ce déracinement de populations rurales qui viennent chercher un Eldorado à la grande ville. En fait, ce que Georges-Henri Rivière essaye de faire, c'est de conserver le souvenir d'un monde qui a disparu. On a également à Nantes un exemple local qui est la MHT, la Maison des Hommes et des Techniques, qui est une association créée en 1994 après la fermeture du dernier chantier naval nantais du Bijon en 1987. La MHT a pour vocation de sauvegarder le patrimoine et la mémoire de l'industrie navale nantaise. Il s'agit à l'origine d'une création des ouvriers eux-mêmes, elle n'a rien d'institutionnel. Ces ouvriers qui sentent que le monde est en train de changer, qui savent bien que le savoir-faire nantais, qui est vraiment un savoir-faire de pointe, qui a plusieurs siècles d'existence, va disparaître, et bien ces ouvriers d'eux-mêmes vont sauver les archives et se filmer. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Ils vont se filmer en train d'utiliser leurs outils pour qu'on n'oublie pas les gestes. La MHT existe toujours aujourd'hui en septembre 2022. Elle est installée sur l'île de Nantes, dans l'ancien siège des ACN, c'est-à-dire les ateliers et chantiers nantais. Et je vous invite très vivement, si vous êtes nantais ou si vous habitez dans la région, à vous rendre à la Maison des Hommes et des Techniques, parce que ce que vous y verrez est vraiment important et très intéressant et vous éclaire sur le passé, certes récent de la ville de Nantes, mais qu'on a énormément de mal à se représenter aujourd'hui, parce que ce passé industriel, ce passé ouvrier a été très largement gommé. Alors, en plus de cette ère du tout patrimoine, nous assistons dans ces dernières années à des dérives militantes qui visent en fait à s'approprier le patrimoine comme concept historique. Je veux parler bien sûr d'une notion qui a émergé il y a une dizaine d'années et qui s'appelle le matrimoine. Alors, matrimoine, ça n'est pas un mot nouveau, hein. Le terme existe déjà au Moyen-Âge pour désigner l'héritage qui est transmis par la mère. Et il est attesté au XIIe siècle sous la forme matremuine et sous la forme matrimoine au début du XVe siècle. Aujourd'hui, ce terme est utilisé dans une optique qui hybride en fait exigence scientifique et militantisme féministe et qui tend à présenter ou à vouloir présenter le patrimoine qui serait produit par les femmes artistes et qui aurait été honteusement caché. Alors, une fois n'est pas coutume, l'Express a publié sur ce sujet un article assez remarquable et récent, le 1er septembre 2022, de Jean Slamovitch, qui est un linguiste, professeur des universités, et qui explique notamment comment ce terme, totalement tombé en désuétude, donc je veux bien entendu parler du terme matrimoine, a été repris pour être tordu au nom de ce qu'il appelle l'injustice étymologique. L'auteur remarque que le ministère de la Culture a cédé devant le mouvement HF, donc le mouvement homme-femme, qui milite pour l'égalité femmes-hommes, femmes-hommes, dans les arts et la culture. Bon, évidemment, cela est parfaitement ridicule, car le terme patrimoine fait référence aussi bien au père qu'à la mère.
Il a perdu son trait sémantique, ça c'est une expression de l'auteur, son trait sémantique masculin depuis des siècles. Il s'agit donc une nouvelle fois, et je reprends à nouveau une expression de l'auteur car je la trouve très pertinente, il s'agit de créer une énième asymétrie victimaire dans un contexte wokiste qui est en train vraiment de déborder les universités, mais aussi le monde des musées et du patrimoine. Pour ma part, je pense qu'il faut dépolitiser le patrimoine et s'en tenir à une politique saine de préservation, de conservation, afin en fait d'une part de diffuser cette connaissance au plus grand nombre et d'assurer le transfert de ces biens aux générations futures. Voilà. Ce qui est intéressant en étudiant le sens de ces deux termes, c'est de remarquer que dans son sens moderne, le mot patrimoine renvoie avant tout à l'idée d'un legs collectif. Quand je parle de patrimoine génétique, tout le monde comprend qu'on fait référence aussi bien à ce qui a été légué par le père, mais aussi par la mère. Voilà. Je mettrai dans la description de la vidéo l'article de l'Express dont il est question, bien évidemment. Alors, concluons à présent. Nécessairement vague, la notion de patrimoine désigne tous les trésors du passé. Ramenée à l'échelle individuelle, elle dénote une disposition naturelle à valoriser les monuments et objets perçus comme historiques, beaux ou rares. Elle s'est constituée tout au long du Moyen-Âge autour de la vénération et du sentiment du merveilleux dispensé aux reliques et aux regaliae. Au début du XVIIe, l'ampleur des destructions et des pertes provoquées par les guerres amène les érudits à considérer le patrimoine non seulement comme sacré, mais aussi comme inviolable. Théoriquement débarrassé de la loi implacable de l'utilité immédiate, le patrimoine s'étend au monument historique, notion apparue à la fin du XVIIIe siècle et attestée sous cette forme dans la première moitié du XIXe siècle. Sans cesse valorisé, inventorié et classé depuis plus de 2 siècles, le patrimoine connaît aujourd'hui une extension maximale qui pourrait mener à une perte de sens. En réalité, il apparaît clairement que cette notion, en France, est indissociable du vandalisme et de l'iconoclasme. Pour comprendre le patrimoine français, il faut le penser en creux et s'attacher aux réactions provoquées par des pertes. Il faut bien admettre en outre que ni l'Église, ni les rois, ni le peuple n'ont eu d'attachement particulier à ce qui nous semble aujourd'hui inestimable. Cela s'explique par le caractère éminemment culturel et donc fluctuant de ce qui constitue pour nous le patrimoine. En dernière instance, c'est le droit qui vient protéger de toutes les déprédations les témoins fragiles et en permanence menacés de notre histoire. À l'heure actuelle, malheureusement, l'État se désengage de plus en plus des politiques patrimoniales. L'impasse inévitable du tout patrimoine a provoqué une perte de sens et de valeur. La crise économique, qui n'a jamais vraiment cessé depuis 2008, contribue chaque année à la dégradation du parc mobilier et immobilier classé, sans qu'on puisse toutefois envisager dans l'immédiat les réservations et les préservations qui s'imposent. En septembre 2020, le gouvernement a fait savoir qu'il lançait un plan de relance de 2 milliards d'euros pour la culture. C'est très peu, sachant que le montant requis pour maintenir, je ne parle même pas restaurer, le seul parc immobilier classé français, soit 45 000 bâtiments, serait précisément de 2 milliards d'euros par an. Par ailleurs, la révision récente du Code du patrimoine fait qu'il est désormais plus difficile de protéger efficacement un monument ancien. Cette révision a une double explication. L'État a cédé aux sirènes de la spéculation pour des raisons économiques et cherche à confier l'entretien du patrimoine dont il a la charge au privé. En effet, et c'est là le plus grand drame, la dimension identitaire et culturelle du patrimoine est aujourd'hui remise en question. Certains groupes de population en France rejettent purement et simplement l'histoire du pays. C'est ce qu'on a vu lors de l'incendie de Notre-Dame, où de très nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se moquaient de l'incendie de ce bâtiment insigne qui incarne à lui seul une grande partie de l'âme française. Eh bien, on voit donc bien qu'il existe des groupes exogènes qui demandent à la France, en outre, de rendre des biens culturels qu'elle conserve depuis plus d'1 siècle. Et là, je fais évidemment référence à cette grande affaire des restitutions de biens culturels essentiellement entreposés au Quai Branly vers des propriétaires réels ou supposés en Afrique.
Je pourrais d'ailleurs, si cela vous intéresse, faire un long développement sur ce sujet, car je l'ai, je pense, relativement bien étudié. Voilà. Pourtant, ça sera le mot de la fin, fidèle à une tradition héritée des Grecs, les collections des musées de France, par exemple, quand elles sont publiques, c'est-à-dire gardées par l'État ou les collectivités, sont encore, du moins sur le papier, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Pour le dire plus simplement et pour boucler la boucle, elles sont, comme l'était le Palladium des Troyens, inviolables. Merci beaucoup.